We'll be commencing our fifth session for today's agenda, titled Embrace the Boring Side of AI by Kal Al-Dbayeb, Head of AI and Data Science at Further. Mr. Dbayeb, the stage is yours. So much. Salam alaikum, que la paix d'Allah soit sur vous. Je suis très enthousiaste d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par cette présentation. Je suis saoudien d'origine, mais je vis aux États-Unis depuis 15 ans. Et So while they're bringing the clicker up here, I'll tell you a little bit about myself. alors, je me présente, je suis un scientifique de données et durant les 8 dernières années, je travaillais chez Pandata pour le design des solutions IA et puis il y a 9 mois, je suis en tête de l'unité de sciences de données et d'IA. J'ai travaillé dans beaucoup d'industries hautement régularisées. Et avec ces systèmes, il y a beaucoup de bonnes pratiques que nous pouvons apprendre du contrôle de gestion, etc. Nous savons comment adopter une nouvelle technologie. Alors aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à adopter cet aspect ennuyeux de l'IA, non seulement l'aspect très positif. Alors tout d'abord, j'aimerais que cette présentation soit interactive. Si vous avez des questions, etc. Deuxièmement, je vous mets en garde. Il y aura beaucoup de photos sur les animaux. Alors, ceci pourrait vous être utile si vous êtes ennuyé par ma présentation. Alors, vous voyez ce graphe de McKinsey. Et le pourcentage des entreprises qui utilisent l'IA pour une fonctionnalité au moins. Et vous pouvez voir qu'au long des 8 dernières années, les entreprises adoptent de plus en plus l'IA. Vous voyez ce graphe en bleu avec l'IA générative qui est utilisée pour une fonctionnalité au moins de 20% à 72% en 2024. Alors, ces statistiques sont très optimistes et nous parlons d'une fonctionnalité au minimum. Alors, il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'opportunités d'adopter de plus en plus de fonctionnalités IA. L'IA générative dépend des données, mais aujourd'hui, tout le monde, je pense que tout le monde utilise ChatGPT, mais qui utilise ChatGPT plusieurs fois chaque semaine? Très bien, c'est clair. L'expérience générative est plus qu'un chatbot. Nous y pensons comme la capacité de ces modèles avec les outils comme les emails, le calendrier, etc. Avec un exemple avec nos clients et les recherches dans cet aspect. Par exemple, vous êtes un commerçant, un petit commerçant, et nous avons appris de notre expérience que dans beaucoup de cas, la complexité de prise de décision fait ou retarde l'achat. Mais avec l'IA générative, aujourd'hui, nous pouvons adopter ce style, les préférences et par exemple le type d'événement auquel j'aimerais assister. Alors, avec un langage naturel. Et ceci est l'expérience générative et ceci est ce qui me rend enthousiaste. Mais seulement 86% des dirigeants disent qu'il y a besoin d'une stratégie IA et seulement 28% des dirigeants adoptent cette stratégie. Quel est le problème? Alors, il y a une nouveauté aujourd'hui et l'IA est considérée comme un nouveau produit, mais ceci aggrave les risques. Par exemple, en comparaison avec
les techniques que nous pouvons utiliser. Combien de fois ai-je entendu le mot IA aujourd'hui? Des centaines de fois, mais quelle est la définition de l'IA? Tout simplement, tout d'abord, l'IA est un outil qui reconnaît les modèles répétitifs, les vidéos, l'audio, etc. Et puis, il y a une réaction à ces motifs répétitifs. Un étiquetage ou par exemple des recommandations en se basant sur des milliers ou des millions de produits sur Amazon. Quel est le produit le plus adapté à vous? L'IA générative est une IA qui aussi reconnaît les modèles et qui crée de nouveaux motifs, même virtuellement en ce qui concerne les séquences d'entrée pour créer de la musique, de l'audio, des vidéos, avec toutes les possibilités aujourd'hui avec l'IA générative. Vous avez certainement vu ces exemples, comme par exemple la séquence de mobilité comme Journey, avec cette entrée, une photo réaliste d'un chat qui essaye de manger ou de sentir cette fleur. L'IA ne cesse d'évoluer, oui, mais ceci ne s'applique pas à toutes les tâches. Par exemple, un chat qui est une abeille et qui sent la fleur. Mais vous pouvez voir la première image qui est réelle, mais les photos de l'IA ne sont pas bien représentées. Alors, passons aux détails en ce qui concerne l'IA et la confiance en cette IA. Alors, il y a deux problèmes à résoudre. Quel est le premier problème de l'IA? Quelqu'un pourrait me dire? Le choix. Absolument, oui, carrément. Alors, le premier problème est l'intelligence artificielle. Quel serait le deuxième problème? Rien à voir avec l'IA cette fois. Les êtres humains. Les êtres humains sont le deuxième problème. Comment? Comme scientifique de données ou comme expert de statistiques, vous n'avez pas confiance en les modèles. Il y aura toujours une marge d'erreur. Si nous essayons d'enseigner à l'IA la différence entre les écureuils et les chats, c'est une priorité avec l'herbe qui va faire la différence. Et c'est le motif le plus basique pour cette différenciation entre les chats et les écureuils. Mais Bloomberg a fait une investigation avec ChatGPT et ils ont créé 700 résumés. Et l'unique différence était le nom de la personne en question. Et il y avait des noms d'hommes, de femmes, d'Amérique latine, aussi de différentes ethnicités. Et la question était qui est le candidat le plus adéquat pour cette position. Et ChatGPT n'a pas pu adopter les standards de l'embauchement juste aux États-Unis. Les modèles IA sont très sensibles aux inattendus avec OpenAI avant d'être célèbre. Il y avait un problème, par exemple, en disant c'est quoi dans la photo? Une pomme. Mais aujourd'hui, si je mets une étiquette iPod sur la pomme, l'IA va dire c'est un iPod. Alors, les modèles IA sont très sensibles aux inattendus. Et même, il y a quelqu'un qui appelle cela comme la frontière déchiquetée.
où il y aura, par exemple, cette représentation quasiment parfaite. Il y avait un orateur qui en parlait aujourd'hui, et si vous demandez à Open ou à ChatGPT de compter le nombre d'occurrences de la lettre Q dans une phrase, il y a même aussi un problème à ce niveau. Mais aujourd'hui, en parlant des frontières d'échiqueté, nous devons faire plus de recherches. En utilisant ces systèmes IA, même avec ChatGPT 4.0, il y a 3 à 4 d'erreurs ou de marge d'hallucination de ce système IA. Mais parlons des êtres humains. Qui d'entre vous a travaillé comme consultant ou conseiller? Vous savez que quand quelqu'un parle de ses problèmes, il pourrait ne pas utiliser les meilleurs termes pour décrire la solution aussi. Si vous n'êtes pas prédisposé à travailler avec ces systèmes IA, peut-être que vous allez donner la bonne réponse à la mauvaise question ou vice-versa. Vous avez maintenant quelques méthodes sur cela. Alors, nous commençons avec les moyens qui pourraient aboutir à un faux comportement des modèles. Et avec un chatbot qui repose sur ChatGPT, cette personne a dit l'objectif est d'être d'accord avec tout ce que dit le client indépendamment de ce qui est dit. Puis, il a demandé à ce chatbot de dire par exemple si c'est légal ou juridique ou pas d'acheter quelques produits. Et puis, il y a le défi des humains qui partagent trop en ce qui concerne cette information sensible, mais ceci n'a pas été utilisé pour l'automatisation, mais aujourd'hui, utiliser ces documents avec ces outils IA pose des vulnérabilités de sensibilité d'information ou faute de savoir les obligations, connaître les obligations. Et puis, il y a les êtres humains trop confiants. Il y a beaucoup de professionnels qui utilisent aujourd'hui les outils ChatGPT avec un avocat qui a ou cet avocat avec la licence qui a été retirée parce qu'il n'a pas utilisé ces outils de manière appropriée. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire peur de l'IA, mais il faut parler de garantie. Quand nous parlons de système IA, il faut prendre en considération ce qui suit. Il y aura une marge d'erreur et les modèles pourraient se tromper parfois. Ceci repose sur la conceptualisation de ce modèle, sur l'interaction aussi qui doit être humaine parfois. Deuxièmement, aujourd'hui, les modèles sont le pire qui existerait jamais. Il y a des comparaisons, bien sûr, mais aujourd'hui, il y a une marge de développement aussi et troisièmement, l'IA a besoin de facteurs, de bonnes données, de données de qualité et de l'interaction avec les êtres humains. Comme recommandation, je pourrais vous donner ce qui suit en ce qui concerne l'utilisation des outils IA. Tout d'abord, cultiver l'utilisation de l'IA générative en tant que compétence, sans m'attarder sur ce point, mais il y a trois facettes de compétences. Tout d'abord, la sécurité. Quelles sont les obligations en ce qui concerne les informations sensibles et qu'en est-il d'une attaque de cybersécurité, par exemple, ou une cyberattaque? Deuxièmement,
l'alphabétisation ou la familiarité pour comprendre les concepts fondamentaux et les failles aussi. Et ceci est important à tout le monde. En ce qui concerne aussi les professionnels de la connaissance et puis la prédisposition. Et ceci est spécifique pour les rôles. Par exemple, les analystes financiers pour utiliser Copilot, ChatGPT pour l'analyse des données, ou par exemple les professionnels du marketing pour travailler avec Diaspora ou les autres outils de contenu. Alors, ceci dépend du rôle et de la position, et les organisations mélangent parfois ces trois composantes. Deuxièmement, il faut avoir un plan pour mesurer et assurer la qualité. En ce qui concerne aussi les produits IA de plus en plus complexes. Par exemple, si j'interagis avec un chatbot en lui demandant ce qui suit, quel restaurant de ces 4 restaurants est le plus adéquat pour une soirée en famille? Comment définir la réponse correcte? C'est hautement compliqué en ce qui concerne la combinaison entre les textes et les images. Mais tout d'abord, je demande au client comment est-ce qu'un être humain va mesurer ceci en vie réelle. Et s'il n'y a pas d'indicateur bien défini, peut-être il n'est pas grand temps d'aller de l'avant. Et nous parlons aussi de la comparaison entre les modèles avec les données connues. En mettant en place ces systèmes avec la recherche combinée avec l'IA générative, il faut y avoir un accès au contenu, documentation, données, des guides de style, etc. Et ces outils d'IA générative combinent entre les modèles, les informations et d'où on pourrait améliorer la productivité de ces modèles. Mais ceci ne pourrait pas être utile sauf s'il y a une version améliorée de la version qu'on a déjà pour le bon fonctionnement de l'IA. Troisièmement, il est important de mesurer le succès de l'IA en ce qui concerne les décisions et les résultats humains. J'adore cette histoire de travail avec l'hôpital et nous avons eu accès à 3 millions de cas d'opérations chirurgicales et nous avons démontré à l'hôpital qu'il y a possibilité d'identifier les opérations qui vont être les plus coûteuses. Comme résultat, les cas identifiés sont les patients de transplantation. Alors, nous n'avons pas pu changer le coût parce que ce projet a été rangé parce qu'il n'a pas été capable d'influencer les décisions. Alors, l'efficacité mesure bien les machines, mais pas la performance humaine. En parlant de l'IA générative, nous entendons parler qu'il y a 50% du temps qui est réduit, les coûts en comparaison aussi avec la force de travail qui pourrait être réduite. Mais quand ChatGPT ou l'IA générative réduit le temps, les organisations doivent investir ce temps. Mais peut-être ceci n'améliore pas les profits. Mais il faut aussi mesurer les résultats. Si on parle aujourd'hui de l'équipe marketing, est-ce qu'aujourd'hui l'IA améliore l'engagement? Est-ce qu'il y a amélioration de la rétention des clients? Et l'utilisation de l'IA pourrait parfois ne pas réduire le temps. Il y a eu une étude en ce qui concerne les plateformes de copywriting avec IA ou de création de contenu linguistique et la production de ce contenu a vu sa qualité s'améliorer. Mais peut-être, oui, il y a de nouvelles possibilités qui sont ouvertes en comparaison avec le passé. Il y a aussi une autre histoire. Aux États-Unis, nous savons que les soins de santé sont problématiques.
Et quand un patient a une condition chronique, par exemple une maladie chronique, le traitement se fait à l'hôpital et puis l'hôpital réclame la compensation auprès de l'assurance avec Medicare, Medicaid pour remboursement, mais ceci limite les options de soins. Nous avons travaillé avec un client dans l'assurance santé et nous avons eu accès au cas de 50 ou plus de 50 millions de patients, les médicaments, le traitement, etc. Alors, nous voulions détecter les patients qui sont qualifiés au soutien gouvernemental pour leur traitement. Nous avons identifié les patients qualifiés et puis quelques-uns de ces patients nous ont appelé en disant nous voulons demander ce remboursement et notre client a sa commission aussi. C'est un problème parfait pour l'IA. Il y a des données massives. Il faut améliorer la situation problématique. Alors, ceci était justifié, l'utilisation de l'IA. Et nous avons construit un modèle pour identifier 30% d'avantage de patients, ce qui signifie 30% d'avantage de revenus. Et nous avons testé ce programme et du point de vue de la performance, avec un mail envoyé à 100 patients, 10 de ces patients vont intégrer le cycle, mais nous avons eu 30% d'avantage de productivité. Alors, entre les 100 patients, combien de patients ont été qualifiés? Vous pouvez deviner le nombre, 50, 90, 5. Qui a dit 5? Juste 2. Et ceci n'a pas plu au client. Et j'étais vraiment confus, je ne savais pas ce qui se passait. Mais l'équipe responsable de la détermination de quel mail doit être envoyé à quel patient était en question avec cette nouvelle activité IA où la confiance n'a pas été placée. Alors, la détermination était différente et nous déterminions les patients avec des conditions sous-jacentes, mentales, etc., approuvées par le gouvernement, mais il y avait un problème de clarté. Alors, j'ai parlé à cette équipe pour partager ces cas identifiés par l'IA. Êtes-vous d'accord ou pas? Et nous avons construit cet outil pour pouvoir interpréter les explications du modèle. En cas d'handicap, par exemple, il y a une qualification de ce patient en se basant sur le médicament qu'il prend. Aujourd'hui, nous avons pu augmenter les revenus par 18%. Nous n'avons pas changé le modèle, mais l'interaction humaine avec le modèle en question. Puis, la quatrième recommandation est de decomposer ce travail avec la pensée systémique. Alors, aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'être ingénieur pour travailler avec l'IA. Vous pouvez ouvrir ChatGPT depuis votre téléphone mobile. Et ceci vous donne une sensation que tout pourrait être résolu comme problème par l'IA. Très bien, mais peut-être cet outil n'est pas le plus efficace. Aujourd'hui, nous utilisons l'IA pour pouvoir détecter l'appartement le plus convenable en matière d'emplacement, de coût, etc. Peut-être que quelqu'un veut un appartement où il peut aussi faire de la course ou courir à côté. Ce que nous essayons de faire, c'est ce qui suit.
Pouvons-nous dire oui ou non à cette question qui a été donnée ou confiée au modèle IA? Pourquoi utiliser l'IA coûteuse si nous avons la réponse entre les mains? Et vous voulez utiliser l'IA seulement pour cette partie la plus critique du problème à résoudre. Pourquoi? Pour analyser les risques, pour minimiser les risques, minimiser les coûts et aussi pour résoudre ce problème de manière plus efficace et plus simple. Je ne vais pas m'attarder aux technicalités de ces diapos, mais en parlant de ces grands modèles linguistiques, je vais parler aussi ou commencer en parlant des systèmes de petits modèles de langage avec des milliards de paramètres inclus. Mais avec la nouvelle révolution, nous parlons de ces modèles gigantesques comme GPT-4, hautement performants. Ceci résout vos problèmes, vous raconte une anecdote, vous fournissent une recherche, mais vous n'avez pas besoin d'un par exemple, en ce qui concerne l'appui au client, vous n'avez pas besoin que votre chatbot vous raconte des anecdotes ou des poésies. Alors, il faut utiliser les grands modèles pour entraîner le petit modèle sur cette tâche très spécifique. Les petits systèmes sont très spécifiques et pour cela, nous devons savoir conceptualiser l'IA pour le futur. Et en outre, les modèles linguistiques sont les actifs qui se déprécient le plus rapidement au monde. Potter Gosler a mis en place ce tableau pour voir l'IA de la perspective des modèles en prenant compte des modèles créés comme ChatGPT 4, les différentes versions de ces bots. Mais après le lancement, quelle est la période durant laquelle ce bot est resté dans le top des bots utilisés? 20 jours en moyenne. Alors, la question est la suivante. Aujourd'hui, avec cette solution, votre solution devient-elle plus précieuse ou non pertinente avec la prochaine génération de modèles génératifs? Qu'en est-il de votre habilité pour la compétition? Puis, les risques. Nous adorons la Formule 1 ici et nous pourrons avoir des voitures très performantes vu les paramètres, mais les freins aussi. Et ceci s'applique sur l'IA en ce qui concerne l'IA générative en particulier. Les législations de par le monde évoluent. Et en 2024, et avec les entités législatives qui ouvraient les discussions sur l'IA, il y a beaucoup de législation en vigueur et il y aurait 100 textes législatifs aux États-Unis et aussi l'acte européen pour la réglementation de l'IA qui va entrer en vigueur et ceci change la façon de déploiement ou d'utilisation de l'IA par les entreprises en finance, soins de santé, énergie, où nous voulons utiliser ces modèles linguistiques. Je ne dis pas qu'il faut s'éloigner de ces utilisations, mais il faut utiliser l'approche basée sur les risques pour gouverner les investissements dans l'IA où il y a des risques inattendus sur la privacité pour pouvoir utiliser et gérer l'utilisation. Et nous pouvons penser aux risques du point de vue de la complexité. Il y a la complexité des données
et nous pouvons utiliser les entrées et nous avons les documents aussi pour utiliser quelques termes de recherche dans les documents. Mais en ce qui concerne les images, ceci se complique. Comment pouvoir poser des questions sur l'audio, sur les images? Et ceci rend compliqué la détermination des erreurs. Puis, il y a la complexité de la tâche. En comptant le nombre d'occurrences, vous pouvez étiqueter ces composantes, mais ceci devient plus compliqué. Avec 100 millions de produits et en vous donnant 100 produits, peut-être vous n'allez même pas acheter 10 produits. Est-ce que les recommandations sont erronées? Peut-être pas. Aujourd'hui, si je vous demande, faites-moi un résumé de ce qu'on a parlé aujourd'hui. J'aurai des réponses, mais les réponses seraient subjectives. Alors, à chaque fois que la tâche est plus compliquée, l'étiquetage devient plus compliqué aussi. Alors, les données complexes et les objectifs complexes aussi pour pouvoir définir la marge d'erreur. Ceci ne signifie pas de fuir de ces technologies, mais d'adopter les techniques pour gérer les risques en essayant de faire que le modèle performe de la manière contraire. Nous parlons aussi des garde-fous algorithmiques créant des barrières entre les utilisateurs et les algorithmes, comme filtres et rôle entre le modèle IA et l'utilisateur. Nous voyons cet utilisateur qui pose des questions, par exemple, des questions un peu inadéquates. Ceci doit nous alerter. Et puis, est-ce que les résultats de ce modèle pourraient être incorrects, négatifs, etc. Et ce filtre est nécessaire pour empêcher ces résultats négatifs d'atteindre l'utilisateur final. Peut-être que vous avez entendu parler de Human in the Loop, mais j'aimerais vous parler du Human over the Loop. Il est très important d'avoir des personnes qui sont responsables de l'audit et de la surveillance de ces ressources. J'ai parlé du nombre de lois au niveau international. Les points communs, c'est cette nécessité de surveillance continue, de suivi continu pour que le système ne contienne pas ou ne cause pas de dégâts. Quelle est la fréquence de ce suivi? Ça dépend du modèle. Pourquoi est-ce que vous utilisez ce modèle? Pour des raisons cliniques ou non? Peut-être que vous utilisez ce système pour faire des recommandations en matière de marketing, mais quelle que soit l'utilisation, vous avez besoin d'un mécanisme qui vérifie l'utilisation de l'intelligence artificielle par votre entreprise. Et lorsque vous êtes en doute, demandez les modèles et les cartes de données. Par exemple, comme vous le faites au supermarché, une carte de ce genre et une documentation de toutes les étapes prises par le vendeur pour minimiser les risques de solutions IA. Ces standards ont été établis, ou ces critères ont été établis par des entreprises comme Google, par exemple, mais elles ne sont pas encore officiellement adoptées. Aujourd'hui, on essaye donc de dire aux clients, si vous voulez acheter ces solutions, demandez les cartes d'information. Je reviens à l'ennuyeux. Beaucoup de choses que j'ai déjà mentionnées sont familières à vous si vous venez d'un background en matière de gestion, de qualité. Ceci n'est pas nouveau, mais la nature de l'IA en tant que telle et ses conséquences non voulues
sont très importantes à comprendre. On aide les personnes en matière d'alphabétisme et donc les composantes les plus essentielles du système et aussi exécuter ou adopter ces garde-fous pour gérer le risque et faire notre propre évaluation. J'aimerais vous inviter à vous joindre à moi pour rendre l'IA plus ennuyeux, encore une fois. Vous pouvez vous connecter à mon compte LinkedIn si vous voulez continuer la discussion. Donc, pas de questions. Merci beaucoup à tous.